Bien, bonjour à tous. J'allais dire bonsoir, mais on est en été et la température est encore celle d'une belle journée d'été. Merci de nous rejoindre à ce troisième et dernier rendez-vous live sur Facebook et ailleurs, comme les fois précédentes. J'ai vu que les précédents rendez-vous ont été vus et revus par un certain nombre d'entre vous, parce que sans doute que vous y trouvez des réponses à des questions que vous vous posez, et c'est légitime. Nous sommes en fin de campagne électorale, à quelques jours du second tour qui va sceller le résultat de cette élection. Je trouve parfaitement normal que vous puissiez encore vous interroger sur beaucoup de points, c'est bien logique. J'avoue que je trouve moins normal que, la tension, l'agitation qui est propre à une fin de compétition, comme on peut le trouver, je ne sais pas, en finale d'un championnat, amène quand même à des dérapages et des pratiques qui me semblent, absolument inacceptables. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai pu communiquer sur les réseaux ou par mail, mon indignation devant un certain nombre de ces pratiques. Et c'est pas l'objet de ce rendez-vous. L'objet de notre, rendez-vous aujourd'hui, c'est de parler de, ce que nous avons travaillé depuis, maintenant 1 ou 2 mois, heu, en gros depuis, le confinement ou exactement la fin du confinement, pour vous proposer, heu, des activités qu'on avait peut-être imaginé globalement mettre en place, plus tard, progressivement, mais des activités pour lesquelles on s'est dit que, la situation créée par, la maladie, le covid et par le confinement, puis le déconfinement compliqué, ce contexte-là, cette situation, créait des besoins plus importants peut-être que ce qu'on avait pu imaginer, et les premiers besoins pour nous, c'est d'abord besoin de retrouver de la convivialité, de retrouver des temps, amicaux, des temps, de sport, des temps de détente, des temps de jeu, des temps de fête et des temps où on est ensemble. Parce qu'on a été beaucoup isolés pendant ces dernières semaines et qu'il y a un manque à combler, et qu'après tout l'été peut être une période propice pour ça. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entre nous qui sommes dans des associations, des activités culturelles, sportives, artistiques et cetera, nous avons été quand même plutôt frustrés pendant ces 3 derniers mois, puisque les associations ont dû, interrompre leurs activités. Elles les redémarrent pour certaines d'entre elles en ce moment, et pas toujours, très facilement. Donc c'est vrai que les associations ont elles aussi, un manque à combler, et leurs adhérents. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des conséquences, peut-être plutôt économiques de cette situation, qui font que beaucoup d'entre nous, ne vont pas du tout ou que très peu pouvoir partir en vacances et s'évader un petit peu, dans divers points, et du coup, on s'est dit qu'il était temps d'organiser quelque chose pour occuper, de façon chaleureuse, conviviale, les étés mondoufois, qui sont souvent plutôt des étés complètement désœuvrés, puisque les bâtiments municipaux sont fermés, les associations arrêtent leurs activités, et il ne se passe plus grand-chose. Alors du coup, nous avons réfléchi à vous proposer un programme, que vous avez pu commencer à recevoir dans vos boîtes aux lettres. Un programme, donc on a dit, pour un été à vivre et à partager. Et puis ce programme, il va un petit peu plus loin. Il vous présente aussi plus précisément, l'ensemble de ce que l'on a imaginé comme activité pour nos tout premiers mois, les 4 premiers, disons. Et dans cette période-là, bien entendu, il y a un moment, charnière qui est la rentrée scolaire. Et Dieu sait que nos écoles ont été, elles aussi, très, très chamboulées par, ces derniers mois. Les écoles, c'est-à-dire les enfants, les parents, bien entendu, tous les enseignants et tous les personnels des écoles. Et donc, je vous propose là de vous présenter, rapidement quand même, mais ce qu'on a imaginé pour vous, pour, ces différents temps, un petit peu pour compenser, la période, et tout à fait imprévisible quand même, que nous venons de vivre. Alors, la première partie, c'est donc de proposer un été, notre été,
à Bondoufle et de proposer des moments d'évasion, des moments de jeu, des moments de retrouvailles, etc. pendant cet été. Alors d'abord, disons que pour faire cela, soyons clairs, on n'a pas la prétention de tout faire tout seul. Ça n'est jamais, vous l'avez compris à force, ce qu'on imagine. Mais là, plus encore, l'idée, c'est qu'il y a des forces vives dans la ville qui sont des acteurs qui ont vocation à pouvoir s'impliquer dans un été passé en commun avec beaucoup d'activités. Évidemment, les premiers acteurs, lorsqu'on parle des occupations de l'été, ce sont des services municipaux et en particulier les services dédiés à nos enfants et nos jeunes. Donc évidemment, les services municipaux seront les premiers associés au montage du programme de cet été. Le centre de loisirs, le service jeunesse ont vocation bien sûr à nous fournir toute une partie des activités possibles. Mais bien entendu, ces activités-là, elles ne sont pas nécessairement ouvertes à tous, elles sont réservées aux enfants ou aux jeunes inscrits, identifiés dans ces services-là. Ça ne nous suffit pas tout à fait. Autrement dit, on utilisera aussi les bénévoles ou les possibles salariés des associations, par exemple, les associations qui seront intéressées, qu'elles soient sportives, culturelles, etc. Ces associations pourront contribuer à notre programme en nous proposant, on va travailler avec elles dans ce sens-là, en nous proposant ce qu'on a appelé des cartes blanches, en nous proposant des temps où elles accueilleront des bondouflois, selon l'âge concerné, c'est elles qui choisiront évidemment, des temps d'activité qu'elles vont nous offrir finalement. Et bien entendu, toutes les associations qui feront cela seront accompagnées par la ville, si nous sommes évidemment élus, seront accompagnées en particulier pour leur fournir d'une part les moyens matériels, bien entendu, et d'autre part pour les aider financièrement. C'est-à-dire que si par exemple il s'agit de rémunérer des heures d'un éducateur sportif ou d'une éducatrice sportive, bien entendu c'est la ville qui le prendra en charge et pas l'association, c'est normal. Ce qui veut dire, vous le comprenez, que on utilisera pour mener ces activités les locaux de la ville. Nos équipements sportifs seront ouverts cet été, la salle des fêtes sera ouverte cet été pour accueillir du monde, le club des seniors sera ouvert cet été, en plus des écoles qui serviront bien sûr à l'accueil du périscolaire, plus exactement des jeunes du centre de loisirs et de leurs animateurs. Donc voilà, on aura des activités accessibles pour les enfants d'une part, pour tous d'autre part. Alors puisque je parlais des associations, je peux préciser aussi qu'il nous semble normal de permettre aux associations de maintenir pendant juillet et août les activités avec leurs adhérents, et cette fois pas ouverts à toute la population, mais les activités avec leurs adhérents qu'elles n'ont pas pu mener depuis la mi-mars. Si elles le souhaitent, celles qui ne le souhaiteront pas bien sûr pourront faire autre chose, mais celles qui ont envie de mener leurs activités du troisième trimestre de l'année scolaire précédente pendant l'été pourront le faire. Nous allons pour cela faire ce qu'il faut, et c'est à la ville de le faire. C'est-à-dire, par exemple, nous nous assurerons des questions légales, d'assurance, etc., pour que toutes ces activités puissent se dérouler correctement. Dans ce qu'on a mis dans le document que j'ai sous les yeux, évidemment, il y a d'autres acteurs qui seront mobilisés. Alors, bien entendu, quand on parle de temps, temps de convivialité, de temps festif, nous organiserons différents rendez-vous pendant l'été, selon un agenda qu'on vous communiquera. Ces différents rendez-vous, parmi eux, bien entendu, le comité des fêtes de la ville, qui a toujours été un acteur essentiel à l'animation de la commune. Le comité des fêtes sera invité à contribuer à cette programmation, avec leurs propres activités selon leurs envies. Par ailleurs, il existe des réseaux tout autour de nous, dans les communes voisines, les agglomérations, celles dont on fait partie, mais aussi celles d'à côté, bien sûr, qui ont des réseaux associatifs, je pense à Planète Science, des réseaux culturels, des réseaux donc à disposition pour faire différents ateliers ou différentes animations, et on les mobilisera, bien sûr.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous donner, des petits exemples? Bien entendu, il y a des choses extrêmement simples à faire, qui ne coûtent rien, qui ne sont qu'une question d'avoir l'envie et d'organiser un tout petit peu les choses. C'est par exemple se donner des rendez-vous de temps en temps pour faire, des jeux de société. Pour les uns, ça peut être des jeux de cartes, des jeux d'échecs, de dames et cetera. Pour d'autres, ça fonctionne très, très bien en ce moment, très souvent, ça peut être les jeux de plateau. Partie, ça peut être aussi, proposer des escape games, des choses comme ça. Ça, c'est extrêmement simple à faire, c'est très convivial. S'il y en a qui veulent refaire des lotos, nous referons des lotos et toutes ces choses-là, bien sûr. Il y a quand même aussi, l'idée qu'à la fin de l'année, scolaire, en ce moment, d'habitude, on a quand même aussi toute une série de, moments plus culturels, de spectacles par exemple, de concerts, que ça soit du théâtre, donc des concerts, de la musique et cetera. Ces événements culturels, ils n'ont pas pu se dérouler. Il y a à la fois tous les amateurs qui sont, déçus, frustrés et en même temps, tous les artistes qui sont en attente, eux aussi, du redémarrage. Ils sont comme les chefs d'entreprise qui essayent de redémarrer dans la même situation, hein. Et effectivement, notre idée, c'est que dans cette programmation, culturelle, nous ferons attention à proposer une succession de petits événements en privilégiant les petits événements, je viens de le dire, hein, concerts, théâtre, et cetera, plutôt petite structure, petite forme, parce que comme ça évite qu'on se retrouve à 2000 rassemblés à un endroit et vous savez que les règles sanitaires demeurent. Mais bien entendu, nous proposerons aux artistes, de la région qui sont en attente de pouvoir faire quelque chose, une petite programmation, pour, y contribuer. L'ensemble de ce qu'on organisera, sera très convivial. L'idée, c'est quand même plutôt de multiplier les événements, assez nombreux et à chaque fois relativement réduits en taille, pour ne pas nous retrouver en porte-à-faux par rapport aux règles, qui sont les nôtres. Dans les petites choses tout simples, il y a aussi tout simplement se donner des rendez-vous, pour faire des barbecues ou des rendez-vous, pique-nique à des endroits donnés. Il suffit, de voir avec nos services techniques qui sont souvent très volontaires pour monter des choses, pour avoir, quelques tables et chaises et puis, chacun apporte son nécessaire, sa contribution et on peut faire, des moments très sympas, tous ensemble. Évidemment, tout cela pendant l'été, que ce soit les moments culturels, sportifs, hein, on peut imaginer, donner des cartes blanches pour monter des tournois de je ne sais pas, d'un sport ou un autre. Je ne vais pas en citer quelques-uns parce que sinon je risquerais d'en vexer, ceux que je ne citerai pas. La liste des sections sportives est longue à mon double. Mais évidemment, tous ces événements-là, qu'ils soient culturels, sportifs, qu'ils soient ceux du service jeunesse, qu'ils soient ceux des associations et cetera, un impératif, ça sera quand même toujours de les faire dans le respect absolu des règles sanitaires. Ces règles sanitaires, on a bien compris, tous autant qu'on est, qu'elles évoluent régulièrement. Parfois, on a même un petit peu de mal à suivre les évolutions de ces règles. L'idée là, c'est que les règles s'imposent à nous, quelles qu'elles soient. Donc, bien sûr, nous les respecterons. Il y aura, le respect des gestes barrières, il y aura du gel, des masques et cetera. Il y aura, une régulation des effectifs à chaque fois pour, ne pas mettre en danger la santé des uns et des autres sous prétexte qu'on a besoin de se libérer un peu, qu'on a besoin de prendre l'air et peut-être d'essayer de retirer cette chape de plomb qui nous était quand même un peu tombée dessus, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Dans ces activités-là, dernier élément que je précise, bien entendu, il y aura un point important qui sera de voir comment nous pouvons aider, les enfants, les scolaires, à se préparer à réussir leur prochaine année scolaire. Ils ont eu une année scolaire 2019-2020 évidemment très perturbée. Certains s'en seront, très bien sortis pour, plein de raisons, d'autres plus difficilement. Il n'y a aucun jugement de valeur à avoir sur, les uns ou les autres. Notre souci, ça sera d'accompagner tous ceux qui en ont besoin pour les aider pour bien redémarrer. Ces activités-là, heu, on ne les invente pas tout seul. D'abord, il faut les travailler avec les enseignants, avec, l'inspection académique,
Et puis, vous l'avez peut-être vu parce que ça commence à circuler dans la presse ou dans différents documents. On est dans une agglomération qui a aussi, voulu contribuer à monter un programme, à s'inscrire dans ce que le gouvernement a appelé un été apprenant. Il est évident que, notre ville, s'inscrira dans ces activités-là à chaque fois que ce sera possible. Donc je ne les détaille pas forcément plus ici, mais c'est évidemment un souci d'aider, ceux qui en ont besoin à se préparer, à mieux vivre une rentrée. Même si par ailleurs, j'ai une confiance absolue dans les enseignants qui savent tous d'ores et déjà qu'ils recevront début septembre des enfants qui ont eu une fin d'année très perturbée et ils savent déjà qu'ils devront en tenir compte. Il n'empêche, si on peut les aider, ça sera toujours ça de gagner et c'est intéressant pour tout le monde, autant pour les familles, pour les enfants que pour les enseignants. Donc nous nous en soucierons sans marcher sur les plates-bandes des enseignants qui sont les premiers spécialistes là-dessus. Par ailleurs, on a aussi quand même des associations qui peuvent nous aider dans ce travail-là et des bénévoles qui sont prêts à aider en termes de soutien scolaire, à aider en termes de lecture, à aider sur un certain nombre de sujets. On les mobilisera donc. Donc ça, c'est un sujet important dont je voulais vous parler, notre été. Notre été avec cette idée, j'insiste, hein, que ça concernera tous les âges et pas uniquement l'âge scolaire ou l'âge du service jeunesse, mais tous les âges. Et d'ailleurs, nos goûts personnels aux uns et aux autres dans l'équipe qui s'est constituée autour de moi, c'est quand même que à chaque fois que ça peut être intergénérationnel, c'est encore mieux. Et je pense par exemple au pique-nique, aux jeux de société, ou à toutes ces choses-là, c'est extrêmement facile de faire ça tous ensemble. Euh, En dehors de ce programme de l'été, évidemment, on a aussi réfléchi à ce qui nous attendait sur, on a dit nos 4 premiers mois, c'est une façon de dire, en tout cas le début de notre activité. Quand on prend des nouvelles fonctions, il faut anticiper un petit peu et se préparer à ce qui nous attend, même si on ne sait jamais tout. Et on peut bien sûr avoir des sujets qu'on n'avait pas imaginés qui arrivent. Mais il n'empêche, plus on a anticipé, mieux c'est quand même. Dans cette préparation des 4 premiers mois, on a vu les choses de 2 façons. On s'est dit que d'une part, il y a des choses à organiser auxquelles on n'avait peut-être pas prêté autant attention avant que la Covid-19 nous touche, qui étaient dans nos préoccupations, mais sans plus de détails que ça, et qui aujourd'hui, du coup, doivent être renforcées impérativement. Et puis par ailleurs, il y a d'autres choses qui sont des débuts de mandat sur lesquels il faut lancer tout de suite, impulser tout de suite le mouvement qu'on veut donner à ce que l'on veut faire. Du coup, on vous a présenté une autre page dans ce document que vous avez en ce moment avec vous qui présente ces différents types d'activités. Je ne vais certainement pas tout vous décrire, vous pouvez bien sûr le lire, mais en gros, les quelques idées, c'est quoi? D'abord, on sort d'une phase aiguë d'épidémie. On a bien compris d'ailleurs qu'elle n'est pas nécessairement terminée et qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais aussitôt sorti de cette épidémie-là, on arrive, on le voit aujourd'hui même, à un été qui s'annonce avec des épisodes de canicule. On en a déjà vécu un certain nombre et on sait ce qu'il en coûte, c'est-à-dire quand même, ça amène des difficultés particulières auxquelles on n'est pas nécessairement bien préparé habituellement. Là, bien sûr, l'une des toutes premières choses que nous devons faire tout de suite, c'est préparer le plan canicule, et on le voit aujourd'hui, hein, un vrai plan canicule, un plan sérieux. Mettre en place un plan canicule, d'abord, c'est se conformer correctement à ce qui est demandé par le gouvernement et donc par le préfet. Et je pense à une des obligations dans ces impératifs du plan canicule. Depuis la canicule de 2003, c'est pas tout jeune, hein. C'est donc ici, depuis la canicule de 2003, les villes doivent tenir à jour une liste des personnes vulnérables. Vous savez, depuis 2003, il s'agit d'éviter que des personnes se retrouvent en difficulté isolées chez elles et donc de les suivre, d'apporter, selon les besoins qui se présentent, des réponses, des solutions. Cette liste des personnes vulnérables, toutes les villes sont obligées d'en avoir une. Ce qu'on a pu constater à Bondoufle et qui est quand même inquiétant, c'est que cette liste des personnes vulnérables, elle a été mobilisée ces derniers mois, ces dernières semaines, à la demande de la préfecture, pour passer des coups de téléphone
aux seniors qui sont dedans ou aux personnes en situation de handicap qui peuvent être dedans pour se renseigner sur leurs besoins, pour leur proposer en priorité les masques quand ils ont enfin été disponibles, pour éventuellement leur proposer plus de portage de repas à domicile ou proposer de faire des courses, etc. Cette liste, on a tous pu constater qu'elle était très incomplète puisqu'on a rencontré un certain nombre de personnes qui auraient dû en faire partie et qui n'ont jamais été appelées. Donc ça veut dire que l'une des urgences absolues dès le tout début juillet, c'est de compléter cette liste. C'est pas très difficile à faire, toutes les villes le font. Et on n'a pas expliqué dans le document, on ne peut pas tout mettre hein, dans un document comme ça qui est déjà assez dense. On n'a pas pu tout mettre, mais on a bien sûr les outils, ne serait-ce qu'à partir de la liste électorale, mais les outils pour aller voir les personnes qui répondent aux critères d'âge, par exemple, mais qui ne sont pas dans la liste. Pour améliorer cette situation, évidemment, en dehors de la liste, il faut avoir des points frais. Il n'y en a pas beaucoup dans la ville, mais bien sûr, il faut les avoir. Et quitte à avoir des points frais, par exemple, ouvrir la salle du conseil municipal à la mairie, c'est ce qu'a fait la mairie l'été dernier, je pense qu'il faut y proposer des activités conviviales, enfin qu'il puisse y passer des choses. On ne va pas planter des gens dans une salle, isolés, à ne rien faire et à attendre. Ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Donc rendre convivial ces points de fraîcheur et puis continuer tous les petits coups de main qui sont indispensables, c'est-à-dire ce qu'on a vu en partie mais qu'il faut démultiplier. Le portage des repas à domicile concerne très très peu de gens sur Bondoufle. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il était possible de s'inscrire à ce portage et qu'il faut absolument les mettre dans le circuit. De même que d'autres ne savaient pas qu'il y avait la possibilité, par exemple, de se faire livrer des courses, plutôt que de sortir quand il fait 35, 38, 40, faire ses courses. Donc là, c'est à la fois le portage et les livraisons, bien sûr, nous proposons de les faire. Évidemment, quand on pense à ce plan canicule, on pense beaucoup à la situation des seniors de la ville. C'est peut-être pas exclusif d'ailleurs, parce que des personnes peuvent être vulnérables même si elles ne sont pas seniors. Mais c'est vrai que un grand nombre de personnes seniors sont quand même des personnes dont il faut prendre soin parce qu'elles peuvent être un peu isolées. On a donc réfléchi au fait qu'il fallait lutter contre cet isolement. C'est quand même l'un des objectifs majeurs. Et pour des personnes isolées, je pense aux personnes veuves, par exemple, seules chez elles, les 2 mois de l'été sont beaucoup trop longs. Donc il va falloir maintenir pendant l'été ce qui fait la vie quotidienne appréciée de ces seniors. Par exemple, le rendez-vous toutes les semaines des repas des seniors. Et ça, il n'y a pas de raison de l'interrompre pendant l'été. Nous avons un contrat avec bien sûr un prestataire pour la restauration. Il livre le centre de loisirs, il peut continuer à livrer les repas des seniors. Il suffit d'aménager par un petit avenant le contrat en question et c'est réglé. Donc nous proposons de maintenir ces repas. Nous proposons aussi de réfléchir à toute l'extension pendant chacune des vacances. Il n'y a aucune raison que la pause scolaire se traduise par un repli, un isolement des personnes chez elles. La pause des vacances scolaires, ça concerne les familles avec des enfants à l'école, mais il faut quand même aller au-delà de ça. On pourra d'ailleurs utiliser ces temps où on va se rencontrer pour commencer à discuter ensemble de comment on pourrait se monter pour la première fois une belle première semaine bleue, qui est un rendez-vous qu'on trouve dans beaucoup de villes autour de nous pour les seniors. Ça serait intéressant qu'on voit ensemble ce qu'on y fait. Il peut y avoir de l'information, il peut y avoir des temps conviviaux, il peut y avoir des conférences, etc. pendant ces semaines bleues. On y réfléchira ensemble. Vous connaissez notre façon de travailler, ça fait plusieurs fois qu'on vous la présente, donc maintenant vous êtes au courant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre dans les choses qui résultent de cette situation? Bien entendu, vous connaissez ma sensibilité, mon attention très grande aux questions de santé. Et au-delà de tout ce que j'ai déjà dit sur la question de la santé, de l'accès aux soins, etc., je ne vais pas les reprendre ici. Il me semble qu'il y a 2 urgences là. La première, c'est de ne pas attendre le prochain épisode pour essayer de se demander comment et à qui on pourrait passer commande de matériel de protection et de faire ce que d'autres villes autour ont déjà fait. Les premières commandes de masques, blouses, etc. Ce n'est pas la peine d'attendre d'être confronté à la situation pour le faire.
Et la 2e chose assez évidente aussi, c'est que, au bout de ces semaines qui viennent de s'écouler, on est quand même, il faut le dire, perturbé par beaucoup d'informations de toutes sortes qui ont circulé. On ne sait plus très bien sur quel pied danser et je propose que très, très vite, on fasse des ateliers ouverts à tous sur, la prévention en santé. Comment on prévient un certain nombre d'événements et par exemple, quelles sont les bonnes attitudes face à des épidémies? Après tout, si le Covid nous semble un événement exceptionnel, la grippe, on connaît tous les ans, hein, et la grippe fait beaucoup de dégâts aussi, ou des gastro-entérites et cetera. Donc on peut, réfléchir ensemble, travailler avec des professionnels qui sont volontaires pour venir discuter avec les citoyens pour améliorer notre niveau de connaissance. On est les uns et les autres souvent très peu formés en fait sur les questions sanitaires et on fait des petites erreurs, très involontairement parce on n'a pas été formés. Je ne vais pas, redévelopper tout. Vous pourrez lire alors évidemment, il y a nos grands axes qu'on avait développés dans notre campagne depuis, septembre dernier, qu'on avait travaillé avec tous ceux d'entre vous qui étiez venus. Dans ces grands axes, ils restent toujours. Alors il y a, dans ces grands axes, l'impérieuse nécessité, je vais y arriver, de travailler bien sûr, l'urgence climatique. Et l'urgence climatique, là encore, hein, quand on est dans quelques journées, un épisode comme ça de canicule extrêmement fort comme aujourd'hui, on voit bien que quand on n'a pas anticipé, on a des difficultés. Moi, je suis quand même assez choquée, comme un certain nombre de parents, je crois, de voir que chaque année, par exemple, le problème de la température dans les salles de classe se pose et qu'il n'est toujours pas traité, toujours pas réglé. J'ai été, avertie aujourd'hui par des parents que, dans 1 ou 2 écoles, du matériel a été posé. Je crois avoir compris des pergolas, quelque chose comme ça. Les parents qui m'en ont parlé s'en sont quand même un peu inquiétés parce que ces pergolas ne sont pas fixés alors qu'il y a les enfants dans la cour, ce qui me semble, problématique en termes de sécurité. Surtout ces pergolas, n'apportent pas d'ombre pour l'instant. Je ne sais pas si autre chose est prévu dessus. C'est sur ces pergolas qu'ont été accrochés, des tuyaux d'arrosage, percés pour faire brumisateur, pour proposer un peu d'humidité aux enfants. Écoutez, quand même, si on est sérieux, je crois qu'il y a eu un certain nombre de conseils d'école où enseignants comme parents ont demandé des stores devant les fenêtres. On demandait, il y a aussi la solution de coller des filtres pour, tamiser un petit peu et protéger de la chaleur, ou on demandait, je crois, dernièrement, l'achat de voiles d'hivernage. Ça coûte pas grand-chose, hein, dans les grandes surfaces, on les a vus les uns et les autres et je ne comprends pas que ça ne soit pas fait. Donc ça sera une priorité immédiate. L'urgence climatique, c'est pas pour, quand on aura le temps. C'est tout de suite. Surtout que là, je pense que les pergolas coûtent beaucoup plus cher, finalement, que ce qui avait été demandé. Je ne comprends pas que les parents et les enseignants demandent quelque chose et que ce soit autre chose qui n'a aucun rapport, qui soit livré dans les écoles. C'est quelque chose qui m'échappe, ça. Bon, dans tout cela, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, vous l'avez vu dans nos activités, dans nos documents précédents, on en parle quand on vous voit. On sait tous qu'il y a un problème de sécurité sur cette ville qui, sans être à un niveau dramatique, on n'est pas dans une ville extrêmement compliquée, mais quand même, il y a des vrais sujets d'inquiétude, ne serait-ce que des incivilités assez courantes du style les problèmes de stationnement, les dépôts sauvages ou les choses comme ça. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous nous dites quand on en parle? Eh bien, on est quand même dans une ville où il n'y a personne pour verbaliser, il n'y a pas de police municipale, il n'y a qu'une seule ASVP qui toute seule ne peut rien évidemment. Les gendarmes ne sont pas une gendarmerie municipale, ils sont une gendarmerie nationale, ils couvrent 5 communes et ils ne peuvent pas tout faire. Évidemment donc la question de la sécurité se pose. Vous le savez, on a proposé de mettre en place un groupe de travail parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut gaspiller beaucoup d'argent aussi sur ces sujets-là. Là, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on cherche ce qui peut être efficace et pas juste ce qui fait bien, ce qui fait parler. Et dans ces besoins de sécurité, évidemment, moi je trouve qu'on a constaté là, pendant ces dernières semaines, qu'on aurait eu un personnel, police municipale ou ASVP, agent de tranquillité, agent de proximité, pour aider à gérer les attroupements au centre commercial, l'entrée, l'accès au marché, etc. Ça aurait quand même été une bonne idée dans toutes les autres villes
c'est ce genre de personnel municipal-là qui s'en est occupé. Et puis là, bien entendu, hors de question pour nous, je vous rassure, de monter un programme d'activité pour l'été sans réfléchir, parallèlement, directement, pour l'instant avec les premiers concernés, faute de mieux, c'est-à-dire les gendarmes, mais réfléchir à la sécurisation de l'été. De même que je sais aussi que vous êtes nombreux pendant l'été, vous inquiétez quand vous partez, si vous partez, de la sécurité de votre domicile. Donc la question de sécurisation de l'été est une question qu'on traitera tout de suite. Elle est très importante. Je pourrais lister comme ça énormément de sujets. Bien entendu, il y aura une nécessité de rencontrer tout de suite, dès le début juillet, pendant qu'ils sont encore là, les directeurs, directrices d'école, en l'occurrence ce sont des directrices, et les enseignants, les enseignantes, l'éducation nationale, l'inspectrice de notre circonscription, pour organiser au mieux la rentrée. Mais c'est vrai que si le deuxième tour s'était passé en mars, on aurait eu un peu plus de temps pour faire des choses pour la rentrée. Là, en arrivant, si vous le décidez, début juillet, on sera quand même dans un délai extrêmement court. Et je n'imagine pas demander aux enseignants qui viennent de fournir un effort assez incroyable pour accompagner tous nos enfants pendant toute cette période, de travailler pendant tout l'été pour la rentrée. Et ils ont droit à un repos plus que mérité. Donc j'ai conscience que ce qu'on va pouvoir modifier pour la rentrée sera quand même plus limité que ce qu'on aurait aimé faire si on avait été aux affaires un petit peu plus tôt. Bien, je ne vais pas développer beaucoup plus ici parce que je vois que l'heure tourne. J'explique simplement que au-delà de ça, dans la préparation de la rentrée, vous le verrez en dernière page du document. En dernière page du document, nous nous sommes souciés d'accompagner ceux d'entre vous qui ont besoin bien sûr d'un peu de détente, d'un peu d'activité sympathique, etc., mais qui vont avoir besoin d'un gros coup de main parce qu'ils viennent de subir des chocs d'un point de vue économique. Il y a eu des baisses de revenus quand ça n'est pas une disparition complète pour certains, pour beaucoup. Et donc, on a ce souci-là. Et là, voilà, sur ces questions-là, c'est à la fois la mère de famille qui parle et puis peut-être l'économiste quand même aussi que je suis par ailleurs. Mais j'ai toujours considéré qu'il valait mieux aider au tout début des difficultés plutôt que de laisser s'accumuler des difficultés et de devoir traiter une situation bien pire plus tard. Donc vous le verrez, on a imaginé un coup de pouce pour les familles, un coup de pouce très simple en fait, hein, un coup de pouce qui consiste à dire les enfants ne sont pas allés à la cantine depuis la mi-mars, pour la plupart d'entre eux, sauf les quelques-uns bien sûr qui ont été accueillis. Eh bien, il a fallu que les familles s'occupent intégralement des repas de ces enfants-là, y compris les familles en difficulté, pour lesquelles aller à la cantine, c'est quand même aussi l'assurance d'une restauration qualitative, quoi. Et donc, nous allons aider en donnant un coup de pouce, en particulier centré sur la cantine. C'est très important. Mais nous donnons ce coup de pouce pour toutes les familles. Vous pourrez regarder dans le détail, toutes les familles. Je ne détaille pas plus, il n'y a pas que les familles, il y a aussi besoin d'aider les indépendants qui ont beaucoup trinqué aussi pendant ces périodes-là. Mais ça, je vous laisserai regarder. Alors, je voudrais bien vous parler un petit peu de la façon de financer tout cela, mais ceux qui sont avec moi me disent qu'une question est arrivée, en particulier posée par Moa et Anthony, sans doute, si je lis bien, et qui concerne justement la question de sécurité publique avec la croissance démographique, le nombre important de constructions. D'une façon très, oui, sans doute très générale, hein, mais écoutez, oui, je pense qu'on est nombreux à se dire que ce besoin de traiter la question de la sécurité autrement qu'en bidouillant, j'allais dire. Autrement qu'en s'arrangeant avec à tel moment un élu qui va faire ceci, à tel moment un élu qui va faire cela. Ce fonctionnement, j'allais dire, de village, il ne tient plus quand la ville s'étend. Il ne tient déjà plus maintenant avec la taille de Bondoufle aujourd'hui. Mais bien sûr, il ne peut pas du tout tenir plus tard. Donc c'est pour cela que sur les questions d'augmentation de la population, on est d'accord que ça veut dire aussi sans doute plus de brassage, on ne va pas se voiler la face, hein, plus de diversité, sans doute des habitudes auxquelles on n'était peut-être pas préparé quand on est un vieux bondouflois ou une vieille bondoufloise. Bien sûr, pour moi, pour nous,
c'est bien pour ça qu'on réunira des habitants du Vieux-Bondoufle qui sont là depuis longtemps, qui connaissent la ville bien sûr, aussi des habitants des nouveaux quartiers. Moi j'ai fait très très attention par exemple que dans mon équipe il y ait des gens qui habitent au Grand Parc parce que c'est très important, qui voient les choses de l'intérieur, pour qu'ensemble on trouve les solutions. On est d'accord que la sécurité publique, pour moi c'est très clair, elle relève d'abord et avant tout des forces de l'ordre national. Dans certaines villes, c'est la police nationale, dans d'autres, c'est la gendarmerie nationale. Nous, ici, il se trouve que c'est la gendarmerie. Et que c'est donc d'abord avec elle qu'on doit travailler ça. Les forces de l'ordre, elles ont des attentes, elles ont des besoins. Et je sais que, qu'on prenne des tours ou des détours pour le dire ou pas, je sais que quand même, elles observent qu'on est la seule commune du périmètre de cette gendarmerie à ne pas avoir de police municipale. On est une commune surprenante pour ça. Dans une petite ville comme Écharcon a une police municipale, Lys a une police municipale, etc. Donc bien sûr, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Moi, je souhaite une police capable à la fois de verbaliser quand même. On voit bien ces derniers temps qu'il y a des besoins de verbalisation, mais de faire aussi beaucoup de discussions, d'éducation, de prévention. Il y a des gens aussi qui font des bêtises parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Certains, c'est volontaire, hein. Il y a aussi ceux qui peuvent arriver d'autres communes. Je pense que dans une partie d'ailleurs des déchets dont on hérite sur nos trottoirs certains jours, il est possible que ça vienne d'ailleurs, hein. Ce n'est pas nécessairement des Bondouflois qui viennent les déposer là. Donc ça se travaillera. Et ceux qui nous ont posé la question, si vous êtes intéressés par ce sujet, je vous convierai évidemment à ces groupes de discussion-là, à ces comités-là. Je ne veux peut-être pas vous monopoliser trop longtemps. Je sais qu'il y a eu une autre question qui est arrivée, et c'est bien logique, hein, qui est sur comment on finance tout ça. D'abord, vous remarquerez que dans le document qu'on vous a présenté là, comme dans le premier programme d'ailleurs, hein, mais dans celui-là qui est spécifique à ces activités-là, on vous a mis une explication de comment on peut financer toutes ces activités-là. La première idée pour financer ce qu'on va faire cet été, c'est quand même d'abord de se dire qu'une commune comme la nôtre, elle a tourné au ralenti pendant, ça fera 6 mois, enfin, ou ça ferait 3 ou 4 mois en tout cas, où il n'y a pas eu les activités habituelles. Alors pas eu les activités de périscolaire en nombre, pas eu la cantine, mais pas eu non plus les journées de promenade, pas eu les différentes fêtes qu'il y a d'habitude, la brocante, pas eu, et puis pas eu les voyages des seniors, et il y a eu une suppression des colonies. Ça, c'était des dépenses qui étaient budgétées, qui étaient prévues. Il y a donc l'argent qui est disponible pour cela. Cet argent qui n'a pas été utilisé, ne serait-ce que pour les colonies et les voyages, sur ce seul sujet-là, on l'a estimé avec ce niveau d'information auquel on accède quand on regarde les dossiers, les budgets de la ville, on l'a estimé à un ordre de grandeur, qui sera affiné dès notre arrivée, mais un ordre de grandeur d'au moins 200 000 €. Et je vous assure qu'avec 200 000 €, on peut faire beaucoup de choses dans les choses très simples que je vous citais tout à l'heure. Donc ça va être ce qui va nous permettre de financer nos activités de l'été, rapidement. Mais au-delà de cela, à chaque fois on nous interroge, quand on voit du monde, on nous interroge à chaque fois sur « mais ce que vous allez faire », j'attrape mes petits papiers hein, pour ne pas vous raconter des choses en l'air, on nous interroge sur ce que vous allez faire, ça coûte cher. Le maire sortant, lui, il est bon gestionnaire, il est bon en finance, c'est sa première qualité. Alors là, écoutez, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais je me permets de vous dire que pour moi, il ne suffit pas de dire qu'on est bon pour être bon. La méthode Coué a des limites quand même. Même si depuis toujours, le maire actuel s'est dit bon gestionnaire, il ne suffit pas de le dire pour l'être. Ça se prouve ça quand même. Et nous, depuis que nous sommes élus, nous avons été embêtés tous les ans à la lecture du budget. Alors quand on dit budget, en fait, ça passe par 2 documents. Il y a chaque année le compte administratif qui fait le bilan des dépenses de l'année écoulée, et puis le budget prévisionnel pour l'année qui va démarrer. Et ça fait longtemps qu'on dénonce en conseil municipal. Alors ces conseils municipaux ne sont pas filmés et n'ont pas de compte-rendu complet. On est d'accord, hein, il n'y a que des relevés de décision. Donc vous ne pouvez pas avoir connaissance, si vous n'y venez pas, de nos débats.
Mais pendant ces conseils municipaux consacrés aux questions budgétaires, nous avons souvent posé des questions parce que nous avons des vraies inquiétudes sur la qualité de la gestion. Alors sans tout reprendre, sans aucune surprise parce que ça fait des années qu'on en parle, on a 2-3 points à vous communiquer. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est quand même, parce que j'ai interrogé l'équipe en place tous les ans fortement et je n'ai jamais eu une réponse qui m'ait satisfaite, c'est ce fameux emprunt toxique que nous avons. Heu, la ville de Bondoux fait partie des communes qui, dans les années 2000, je crois que c'était pour le financement de la nouvelle mairie, se sont un petit peu laissés piéger, comme d'autres, hein, comme beaucoup d'autres, par, ce qu'on appelait à l'époque techniquement les emprunts structurés, proposés par différents organismes et entre autres il y avait Dexia qui depuis a été fermé, hein, cet organisme bien sûr. Et donc nous avons un emprunt qui a été, qui date du début de l'année 2006, un emprunt de 3,5 millions, qui fait partie de ces emprunts qu'on appelle un emprunt toxique. Je peux vous dire en 2 mots, hein, ce que c'est qu'un emprunt toxique parce que depuis, ils ont été traités, ces emprunts toxiques. Vous pouvez chercher sur internet, vous aurez toute l'information disponible. Les emprunts, pour juger de leur qualité, ils sont classés selon deux codages. Une lettre qui va de A à F et un chiffre à côté qui va de 1 à 6. Écoutez, l'emprunt toxique dont je parle, de la ville de Bondoufle, qu'on m'a toujours dit ne pas être toxique, quand même, il est coté E4. Ça, vous le trouvez dans les dernières pages des comptes administratifs ou des budgets. Ça veut dire qu'il est à risque. Il est vraiment à risque. Et c'est un emprunt à taux variable, progressif. Le taux initial était de 6%. Et je n'ai aucune idée, parce qu'on ne nous l'a jamais dit, quel est le taux à l'arrivée. Ce que j'ai dénoncé très fortement ces derniers temps, c'est que cet emprunt a maintenant 13 ans et qu'on continue de payer 150 000 € d'intérêt quand on ne rembourse toujours que 100 000 € de capital. Alors, ça fait longtemps qu'on dit quoi? Qu'on dit que cet emprunt toxique, il doit être renégocié. Évidemment, une renégociation, ça coûte. Parce que ça coûtait, l'équipe en place a toujours reculé la renégociation. Je trouve ça ubuesque. Ubuesque, hein. Et là aussi, c'est peut-être au moins autant la mère de famille qui a fait un emprunt pour acheter son logement que la prof, l'enseignante-chercheuse en économie qui parle quand même. C'est ubuesque. Dans les périodes actuelles, d'avoir maintenu aussi longtemps un emprunt avec ces taux d'intérêt-là. Alors on a très peu d'informations dessus. J'ai quand même pris ma calculatrice et les calculateurs d'ailleurs qui existent sur internet, vous pouvez les trouver comme moi. Et les données qui sont dans les conseils, dans les documents des conseils municipaux, dans les budgets, on évalue, on l'a fait à quelques-uns, en se faisant aider de spécialistes de finance, on évalue de l'ordre de 500 000 € quand même, les intérêts qu'on a payés en trop, dont on aurait pu se dispenser si on avait renégocié au plus vite cet emprunt. 500 000 €, c'est pas une bagatelle quand même, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand les villes ont été coincées avec leurs emprunts toxiques? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été coincées, certaines en avaient, c'est vrai, beaucoup plus que nous, c'est certain. Mais quand même, les gouvernements successifs, c'est autant sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande, ont fait quelque chose pour aider les communes. Ce quelque chose a fini par se traduire par la création d'un fonds de soutien aux collectivités pour les aider à renégocier les emprunts. Ce fonds de soutien, il a fonctionné de 2014 à 2016. Il a abouti entre autres à ce que le gouvernement prenne en charge les 3/4 des pénalités de remboursement anticipé. Alors que chaque année, au moment des votes de budget, j'ai demandé qu'on s'occupe de ce prêt-là. On m'a dit non, non, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Il n'empêche, c'est seulement là, maintenant, 2019, que l'emprunt vient d'être renégocié et du coup, on a payé tout seul la pénalité. Le fonds a été fermé en 2016. C'est pas normal. Et évidemment, en ayant laissé traîner aussi longtemps cette situation, on se trouve aujourd'hui à avoir beaucoup moins remboursé de capital, de l'emprunt, que ce que ça aurait pu être si on avait renégocié ça beaucoup plus tôt. Je ne vous embête pas plus que ça, mais quand même, j'évalue cette énorme erreur de gestion, par exemple, à environ 1,5 million d'euros. Tout de même, 1,5 million d'euros. C'est le coût d'une structure petite enfance, par exemple, hein, de l'ordre de grandeur d'une structure petite enfance. En tout cas, par exemple, quand la ZAC a démarré et que l'aménageur promettait à ce moment-là une structure pour la petite enfance, il y avait cette somme, 1,4 million, 1,5 million d'inscrite sur le document.
À ce propos, évidemment, à ce propos, je peux vous dire aussi que le maire vient de distribuer un document dans lequel il nous accuse, nous l'opposition, d'être inconséquents en voulant mettre un coup d'arrêt à la ZAC. Et on a un maire qui ne raisonne par rapport à cette ZAC que par rapport aux questions financières. Ça m'a toujours étonnée. Il a voulu la faire pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Évidemment, il s'inquiète de la disparition de ressources, soi-disant, si on mettait en pause. Sachez bien quand même que la même équipe, depuis le démarrage, a refusé de nous donner communication de l'évolution du dossier, ce qu'on appelle le dossier de réalisation de cette ZAC. Ce dossier disait au démarrage que, en contrepartie de l'effort de construction fait par la ville, disons pour aller vite, hein, l'aménageur, qui s'appelle Grand Paris Aménagement maintenant, c'était la FTRP avant, l'aménageur finance et j'allais dire offre à la ville et aux habitants des équipements publics. Il finance aussi les réseaux, les routes, les trottoirs, etc. hein, mais il finance des équipements publics simplement sur ce qu'il vend comme terrain aux promoteurs. Hein. Ce n'est pas par philanthropie, c'est dans l'équilibre de ce projet-là. Et au démarrage, l'aménageur, dans le contrat, avait donc dit qu'il offrait à la ville de Bondoufle une école de 12 classes, une structure petite enfance, une crèche, et un gymnase. On fait le bilan, et ça fait des années que je demande ce qu'il en est et pourquoi on n'a plus cette situation-là. Qu'est-ce qu'il en est? L'école de 12 classes est devenue une école de 8 classes et elle a failli être de 7 au début. Le projet initial, c'était 3 classes de maternelle et 4 seulement d'élémentaire. On s'est battu en conseil municipal pour qu'il y en ait quand même une par niveau. Mais c'est devenu une école de 8 classes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école de 8 classes, elle est financée pour l'instant par la ville en faisant un emprunt. C'est le fameux emprunt dont on s'est inquiété quand même lors du vote de l'emprunt lui-même il y a quelques mois. Un emprunt de 13 millions d'euros a été négocié. Moi, je trouve quand même que cette ville avait 10 millions de dettes et tout d'un coup, on ajoute 13 millions d'euros d'emprunt pour financer une école que l'aménageur devait prendre en charge. Dans les 13 millions, on est d'accord qu'il y a un deuxième équipement qui est associé à l'école. Je vous dis ça de façon purement théorique parce que jamais en conseil municipal nous n'avons vu une maquette, un plan détaillé, etc. Donc je ne connais rien d'autre que des intitulés, des titres. Mais il doit être associé à un équipement sportif qui est un dojo pour tous les arts martiaux. Ok, il était prévu un gymnase auparavant. Il y a une question budgétaire qui est quand même la différence entre les deux. L'aménageur doit être content. Hein. Et en plus, ce dojo est aussi dans l'enveloppe des 13 millions d'euros, c'est-à-dire financé finalement, dans un premier temps au moins, par la ville. Et puis la crèche collective a purement et simplement disparu. Si j'ai bien compris, mais je ne suis pas dans les petits papiers, puisqu'on n'a jamais été associé à quoi que ce soit là-dedans, si j'ai bien compris, le maire a considéré qu'il y avait un besoin trop faible de garde d'enfants sur la ville et que du coup la crèche n'était pas utile. Souvent, le maire présente la situation, le maire sortant, hein, présente la situation en disant que oui, mais il y a la réalisation d'une médiathèque. Et là, je dis, il ne faut pas nous berner trop quand même, les Bondouflois, nous ne sommes pas des abrutis. La médiathèque, elle relève d'autre chose, et pas du tout du plan de la ZAC. La médiathèque, elle relève du plan médiathèque qu'avait construit notre ancienne agglomération, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là déjà, à l'époque, elle s'appelait la KS, l'agglomération Ivry-Centre-Essonne, qui avait fait un plan médiathèque dans toutes les 6 communes de l'agglo de ce moment-là. D'ailleurs, les autres ont eu leur médiathèque. Hein. Vous les voyez à Villabé, vous les voyez dans Évry, etc. Vous les voyez partout. Nous, la nôtre est en retard. Initialement, d'ailleurs, l'engagement de l'agglo, c'était de faire une médiathèque conservatoire. Et c'est devenu seulement une médiathèque. Et puis, parce qu'on s'est quand même un peu fâché, au bout d'un moment, il est revenu l'idée de rénover le conservatoire. Mais ça, c'est pas du tout la ZAC. Hein. Ça, c'est l'agglomération qui a ce projet-là depuis fort longtemps. Donc, sur ces questions de finances, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment affirmer que le maire est un bon gestionnaire. Nous, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des zones d'ombre dans le budget de la ville. Des choses qu'on ne comprend pas. On a beau passer des heures dessus, sur les documents synthétiques que l'on reçoit, on n'a pas le détail évidemment, il y a des zones d'ombre. D'ailleurs, je ne vous cache pas que peut-être que c'est l'une des explications au fait que
eh bien, le maire a décidé au début de l'année 2020 de ne pas faire voter le budget de 2020 par le conseil municipal en place jusqu'ici. Habituellement, le budget est toujours voté chez nous en début d'année. Même si de mars, on est parfois passé à avril, il est toujours voté en début d'année. Je suis retournée voir pour être sûre de ce que j'affirme. Jean Hart était déjà maire au moment des élections 2008 ou 2014. Il avait fait voter les budgets avant le changement d'équipe à ce moment-là. Il y avait un budget installé au moment de l'élection municipale. L'idée, c'est que normalement, on fait voter ce budget pour que la ville puisse tourner correctement. Et puis l'équipe en place, la nouvelle, si c'en est une nouvelle, a tout à fait le droit, bien sûr, à l'automne, de faire un budget rectificatif. Ça se fait dans toutes les collectivités. Cette année, curieusement, le budget n'a pas été voté. Comme c'est l'année où il aurait peut-être été inscrit dedans les données sur la récupération, la renégociation de l'empreinte toxique ou des choses comme ça, est-ce que c'est pour ça que le budget n'est pas passé? Moi, j'ai toujours pensé que quand on est sûr de soi, quand on est sûr de ce qu'on fait, qu'on est tranquille, qu'on est serein, il n'y a aucun problème pour dire ce qu'on fait, pour le montrer. Si on cache des choses, c'est qu'on veut peut-être que tout le monde ne sache pas tout. D'accord? Donc, je vous livre cette réflexion, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais quand même, il y a cette idée-là. Alors écoutez, je regarde ma petite pendule et je me dis qu'il est l'heure quand même qu'on conclue. D'abord, je voudrais conclure en vous disant que on est dans l'équipe constituée autour de moi, Ensemble pour Bondoufle, un assez gros collectif, mais une très très belle équipe qui est ravie d'avoir pu aller à votre rencontre de plein de façons différentes finalement. Par des réunions, des ateliers, dans un restaurant en invitant du monde, etc. Ou bien à vélo, à pied, de multiples façons, on a pu vous rencontrer. Et ces rencontres nous ont toujours été très utiles, nous ont enrichis, nous ont donné des idées. C'est pas seulement que vous nous avez donné des idées d'ailleurs, hein, puisque dans les ateliers, vous nous avez aidés à construire les idées. Hein. Donc d'abord, c'est un remerciement pour cette belle campagne. On s'est attaché à mener une campagne qui nous ressemble, une campagne bienveillante. On avait rédigé, elle est disponible sur notre site, une charte de campagne pour faire les choses correctement, de façon constructive et, j'allais dire, proprement. On peut regretter que ça ne soit pas toujours la pratique la plus fréquente dans ces échéances politiques. C'est pas grave, on s'y tient quand même. On veut être dans la construction. Cette équipe qui a voulu construire, c'est une très belle équipe. Vous la retrouvez encore une fois au dos de la circulaire que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres, qui est visible aussi sur notre site internet, évidemment, si vous voulez la retrouver. C'est une équipe pleine de dynamisme, pleine de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de se mettre au travail. La preuve, elles l'ont fait déjà. Hein. On a continué de le faire. Pas se mettre au travail pour passer du temps à taper sur d'autres, à critiquer, etc. Se mettre au travail pour faire des choses utiles, faire des choses sympas, tout simplement. Cette équipe, elle est là, elle est disponible, elle est prête à faire feu. Elle est prête à démarrer avec une énergie, comme vous l'avez vu se déployer toutes ces dernières journées dans Bondoufle. L'énergie est là, l'envie est là, les idées sont là. C'est pas une équipe qui travaillera seule, vous le savez. C'est une équipe qui continuera d'appliquer ce qu'on a voulu organiser depuis le début, c'est-à-dire une construction conjointe avec vous, une espèce de coopération ensemble sur ce que l'on peut faire pour notre ville. Pour une raison simple, hein. Les principaux experts de toutes les situations que vous pouvez vivre, c'est vous. Quand vous avez des problèmes dans vos rues, quand vous avez des questions sur vos associations, quand vous avez des interrogations sur l'école, c'est vous qui les vivez. Donc c'est vous qui êtes aux premières loges et c'est vous qui devez faire partie des acteurs qui construisent la solution. Ça n'est jamais des élus qui seraient beaucoup plus géniaux que tout le monde et qui auraient toutes les idées tout seuls. Jamais, jamais. Donc dans cette démarche-là, cette équipe, cette belle équipe qui déborde d'envie et d'énergie, de projets, eh bien écoutez, je pense que c'est à vous qu'il appartient maintenant de savoir si vous voulez la mettre aux manettes, hein, la mettre à la manœuvre dès le début du mois de juillet. Évidemment, sans surprise, hein, je vous dirai une seule chose. Dimanche prochain, dans quelques jours, ne vous trompez pas de bulletin de vote. Choisissez cette envie d'être ensemble pour Bondoufle. Choisissez l'équipe qui s'est réunie autour de moi. Votez bien sûr Sabine Nagel et Ensemble pour Bondoufle.
Merci à tous.